Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons ce soir à la clinique de confiance à Biétry et à mes côtés, le docteur Anoma Camille. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de nous recevoir à Espace Confiance pour ce numéro spécial consacré à la prostitution et le phénomène de la prostitution à Abidjan. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors, docteur, quelle définition faites-vous de la prostitution qui, je le rappelle, n'est pas un délit en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que ce qui est admis dans ce que nous faisons, nous, on parle plutôt de travailleurs, de travailleuses du sexe. Oui. Et donc, pour nous, de façon basique, Oui. est considéré comme un travailleur ou une travailleuse du sexe des personnes qui offrent des tarifs, des rapports sexuels, moyennant argent ou moyennant biens matériels. Alors, concrètement, combien y a-t-il de travailleurs et de travailleuses du sexe à Abidjan? Les derniers éléments que nous avons en termes de dénombrement des travailleuses du sexe à Abidjan, c'est entre 9 400 et à peu près 10 000. Oui. Donc, c'est des études successives qui sont faites et la dernière qui s'est faite, c'était en 2014. Alors, ça fait quand même aujourd'hui presque 7 ans. Oui, ça fait un peu plus de 7 ans, donc on peut estimer qu'il y a de fortes chances qu'avec la croissance de la population, que Oui. ce nombre-là soit revu à la hausse. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu des études beaucoup plus récentes que celles que je viens de mentionner. Quelle est la tranche d'âge de ces, on va les appeler des professionnels du sexe? Alors, la tranche d'âge varie de 18 ans jusqu'à peu près 60 ans. Alors, est-ce qu'il y a un profil du prostitué ou de la prostituée, puisqu'on a parlé de travailleurs et de travailleuses du sexe? En ce qui concerne en tout cas Abidjan, Oui. majoritairement, c'est quand même des Ivoiriennes qui se prostituent, Oui. même si on retrouve aussi une forte proportion de femmes qui viennent du Nigeria. En dehors de ça, elles sont relativement jeunes. Oui. Il y a aussi une bonne proportion qui, finalement, ne sont pas très scolarisées. Ça aussi, c'est la réalité des faits. Après, il faut dire aussi que les études ont des limites. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de rencontres se font sur Internet, etc. Il y a aussi toutes celles qui sont des étudiantes, qui sont des élèves dans des universités, etc., qui aussi ont cette pratique aussi pour finalement aussi faire face à leurs besoins. Alors, si on vous entend et on vous comprend, on va parler de problèmes économiques, de pauvreté, de réalités sociales qui pousseraient ces femmes et ces hommes à la prostitution? Dire que c'est la pauvreté, je ne dirais pas forcément, parce que vous savez très bien qu'il y a quand même de la prostitution de luxe. Elle est clandestine. Elle est clandestine, mais elle existe. Donc, Oui. je ne pense pas que la seule motivation soit nécessairement en lien avec la pauvreté. Je pense que la pauvreté joue, Oui. bien évidemment, c'est sûr, c'était des moyens de ressources, mais aussi d'autres facteurs jouent, comme aussi l'éducation qui est donnée peut-être aussi aux femmes en disant finalement c'est un homme qui doit s'occuper de vous, et donc on trouve plus ou moins normal qu'un jour ou un autre on vous offre des ressources financières pour avoir des avantages sexuels. Donc il y a aussi plus ou moins le regard aussi de l'éducation, etc. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que finalement, aussi, la pauvreté peut être aussi un facteur, mais d'autres facteurs aussi conduisent aussi bon nombre de nos concitoyennes à faire cette activité. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots. La prostitution est un business qui est rentable. Il y a les souteneurs, les proxénètes, etc. Et certains estiment que cela prospère ou perdure parce que ces souteneurs, ces proxénètes ont des amis haut placés. Alors, est-ce que c'est de la fiction, la réalité, de la rumeur? C'est un phénomène qui existe, mais je peux dire que sur ce que nous observons, c'est quand même marginal. La plupart de celles qu'on rencontre sont quand même indépendantes, comme on peut le dire. Mais je reconnais qu'il y a aussi une forme de traite en ce qui concerne un certain nombre de jeunes filles, notamment, qui viennent de la sous-région, auxquelles on fait miroiter un certain nombre de choses et qui finalement sont obligées de mener cette activité. Justement, parlons-en, ces filles qui viennent de la sous-région. Comment, vous qui savez par exemple qu'il y a une forme de traite de ces femmes, qu'est-ce que vous faites ou pouvez faire? Alors, en général, l'attitude que nous avons est une attitude de donner les informations à ces jeunes filles quand on les rencontre, parce que dans nos différents pays, il y a des ambassades et des représentations de ces pays, et il leur est demandé de s'adresser à ces ambassades pour mener l'action qu'il faut pour éventuellement être libéré en griffe de ces situations-là. Après, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi c'est quelque chose de très difficile? Parce que nous nous adressons aussi à des femmes qui sont en situation de prostitution. Donc, c'est un peu gris parce qu'on ne veut pas non plus mettre en danger
plus ou moins notre activité, parce qu'on serait dans un positionnement où finalement une jeune fille vient au niveau du centre, elle n'est plus revue. Vous avez peur qu'on vous agresse? On a peur qu'on nous agresse, on a peur en fait, qu'il y ait une fausse publicité sur ce qui est en train d'être fait. Oui. Parce que finalement, ce qu'on veut aussi, c'est quand même avoir accès à ces personnes. Et je pense aussi que c'est aux autorités de ces pays, à nos autorités aussi, de faire face à ces situations. Il y a quand même la police des mœurs. Les gens savent où est-ce que les filles sont dans les maisons closes. Donc à tout moment, ils sont capables d'aller faire des enquêtes et de voir ce qu'il y a lieu de faire aussi pour sortir ces femmes de ces situations. Mais je sais qu'on a déjà vu des exemples qui étaient des exemples avec de bons succès, avec des réseaux qui ont été démantelés. Quels sont vos rapports avec la police ou la brigade des mœurs? Ce sont nos alliés parce qu'on peut être dans des situations où des bénéficiaires, notamment des personnes vivant avec les VIH, se retrouvent incarcérées ou prises parce qu'il y a eu des rafles, etc. Et voilà, on va commencer à faire les négociations pour finalement tenter d'obtenir la libération de ces personnes. Donc on a quand même de très bons rapports avec la police des mœurs. Alors vous parlez d'un point précis, hein, des rafles. Alors on a vu dans le reportage tout à l'heure des femmes qui affirment que certains policiers leur auraient demandé entre 15 000 et 50 000 francs pour leur libération parce qu'elles ont été raflées. Alors, est-ce avéré? Alors, moi, je ne peux pas dire si c'est oui ou non avéré, mais on a entendu exactement la même chose aussi, hein, ce que vous venez de relater. Comme aussi, on a entendu aussi qu'il y a des hommes en uniforme qui vont dans les maisons closes, qui cassent les portes et qui vont dépouiller les dames, qui prennent tout ce qu'elles ont comme ressources, qui prennent les téléphones portables, etc. Ça, c'est ce que nous avons comme information, c'est du déclaratif. Nous ne sommes pas en capacité de faire des recrutements nécessaires et des enquêtes pour dire finalement c'est avéré ou pas. Mais c'est sûr qu'on a tout un volet qui est un volet plaidoyer vis-à-vis des forces de l'ordre pour faire comprendre que finalement, la répression, elle est contre-productive parce que nous voulons avoir accès à ces personnes parce qu'elles mènent une activité qui les expose aux IST, qui les expose au VIH. Elles ont besoin de prévention, elles ont besoin de soins et que finalement, trop de répression ferait que finalement, on n'aurait pas accès à ces personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à ces personnes que l'activité ne continue pas. Elle sera beaucoup plus clandestine et finalement, ce qu'on veut éviter en termes de problèmes de santé publique, ça ne fera qu'amplifier. Alors, docteur, est-ce que vous avez des chiffres concernant le VIH-Sida? Alors oui, en ce qui concerne le VIH-Sida, dans la population des travailleuses du sexe, on parle de 11%. 11%, ça veut simplement dire que si vous prenez 100 travailleuses du sexe, il y en a 11 qui sont personnes vivant avec le VIH. Si vous prenez les hommes qui offrent des services, mais principalement, là je parle essentiellement des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, on va beaucoup plus haut, on est autour de 20%, c'est-à-dire que sur 20 personnes, sur 100 personnes, vous en avez 20 qui sont personnes vivant avec le VIH. Docteur Anoma, qu'en est-il des mineurs? Parce que la prostitution des mineurs, elle existe. Et également, elle est peut-être taboue, mais elle existe. Comment vous la gérez? La politique de l'association, c'est d'offrir des services, comme on offre des services aux adultes, à ces personnes-là. Est-ce que vous recherchez leurs parents? Alors, c'est toujours quelque chose de pas facile. Je peux raconter qu'on a réussi certaines fois à retrouver des parents. Et on s'est rendu compte rapidement que les parents étaient complètement informés de la situation de ces mineurs. Et laisser faire, parce que quelque part, mais parce que aussi, finalement, ces enfants mineurs ramenaient des ressources à la maison. Peut-on dire, et sans langue de bois, que ce que font ces parents, c'est du proxénétisme de parents? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi aussi, c'est du proxénétisme des parents. Et ça, c'est condamnable par la loi? Tout à fait. Mais pourquoi personne ne réagit? Mais personne ne réagit parce que, finalement, il y a une loi de l'omerta. Je veux dire que les voisins savent ce qui se passe, l'environnement sait ce qui se passe, mais finalement, on laisse faire. Je pense qu'on a beaucoup changé maintenant dans nos pays. Avant, c'était que l'éducation appartenait à tous les quartiers. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est chacun pour soi, plus ou moins, et c'est vraiment regrettable. Alors, ces enfants, on leur vole leur jeunesse, leur enfance, ils ne grandissent pas, on est censé s'appuyer sur eux pour l'avenir, et leur avenir est dans la rue, et c'est un avenir incertain. Tout à fait, c'est un avenir incertain, c'est malheureux à dire, mais je pense aussi que ces situations devraient interpeller tout le monde, parce que c'est quand même des situations qui ne sont pas tolérables, en tout cas pour nous. Alors, est-ce que quelque part, parce qu'il faut sortir un peu du déni, la prostitution, elle existe en Côte d'Ivoire, est-ce que ce ne serait pas un mal nécessaire pour certaines situations, ou dans certaines situations?
Alors, je ne sais pas si on regarderait ça comme étant un mal ou un bien, mais je pense, moi, que c'est un phénomène social Oui. qui répond à des situations données. Il faut aussi que la société apprenne à regarder ce phénomène différemment, parce que ce n'est pas avec la répression ou avec des leçons de morale que finalement on va résoudre ça. La Côte d'Ivoire est confrontée à ça, on n'est pas le seul pays au monde. Il y a des pays qui sont allés jusqu'à pénaliser les clients, ça n'a rien résolu, ils ont pris des avions, ils sont allés ailleurs. Et donc finalement, je pense qu'il faut faire un traitement qui est un traitement différent. Et moi, je suis partisan, en tout cas au niveau de notre association et au niveau de la partie nationale, de dire que finalement, il faut regarder ce phénomène comme étant un phénomène. C'est pris en compte dans nos différents plans stratégiques en ce qui concerne la lutte contre le VIH et les IST. Oui. Il faut aller davantage et voir comment, finalement, à partir d'un certain nombre de mesures, qui sont des mesures de protection, on peut avoir un meilleur accès à ces personnes et notamment, pourquoi ne pas penser à rendre disponibles des préservatifs gratuitement pour ces personnes-là et faire en sorte que, finalement, par rapport au VIH, etc., nous ayons des résultats qui soient meilleurs. Docteur, comment on se sent après une journée passée à sensibiliser, à accompagner, à écouter les personnes qui ont été agressées, les pleurs, etc. Comment on se sent après une telle journée? On pourrait dire, on peut être découragé, mais non, au contraire. Oui. C'est pas le découragement, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que jamais rien n'est fini et que tous les jours, il y a des défis à relever. Mais je pense aussi qu'on peut être plus ou moins fier de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. On a été précurseur pour ce type d'activité au niveau national, oui, au niveau même sous-régional. Beaucoup de pays sont venus s'inspirer de ce qui se fait ici au niveau d'Espace Confiance. On a aussi influencé tout ce qui est stratégie nationale en ce qui concerne ces populations. Donc non, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de défis à relever, mais justement, c'est tout ça justement qui motive notre engagement. C'est une question pour laquelle j'espère et nous espérons que nous aurons une réponse, parce que ces enfants méritent de vivre une vie paisible et de faire des études. Merci, docteur Anoma, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur Espace Confiance. Oui. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc au terme de ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, consacré au phénomène de la prostitution à Abidjan. Mesdames, Messieurs, la prostitution est un milieu fermé, souvent dangereux, et pourtant, chaque jour, des femmes et des hommes plongent dans la prostitution pour diverses raisons. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci et la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes et surtout, n'oubliez pas, respectez les gestes barrières car le coronavirus circule activement dans notre pays. Bonsoir à tous.